Nous sommes le 21 avril 1945 à Berlin, en Allemagne. L'artillerie soviétique bombarde la ville de tous côtés, tandis que plus de 2 millions de soldats de l'armée rouge tentent d'y pénétrer. Hitler, au fond de son bunker, donne des ordres à des armées aujourd'hui disparues. Les troupes nazies, largement dépassées en nombre, s'accrochent à leur position, non par espoir, mais par désespoir. Impossible d'y échapper. Parmi les derniers défenseurs se trouve le SS Unterscharführer Franz Walberg, un volontaire suédois qui a jadis adhéré à la cause nazie. Aujourd'hui, il ne souhaite qu'une chose, survivre. C'était le désespoir. Tout était chaotique. Tout le monde essayait de s'échapper. Il y avait des cadavres calcinés tout autour de nous. Franz survivrait à la bataille pour raconter son histoire, mais des milliers d'autres n'y survivraient pas. Pourtant, contrairement à la plupart, Franz avait choisi cette guerre. Il s'était porté volontaire, et il n'était pas seul. Tout autour de lui, des hommes qui ne devaient aucune allégeance à l'Allemagne livraient leur dernier combat. Les Waffen-SS françaises ensevelies sous les décombres, les volontaires espagnols détruisant les chars soviétiques, les collaborateurs néerlandais tirant encore sur les soldats qui avançaient. Et les Allemands, ils se battaient pour leur patrie. Mais Walberg et les autres, ils n'avaient aucun territoire à défendre, aucun Führer à qui obéir. Alors pourquoi était-il à Berlin? Qu'est-ce qui a poussé un Suédois, un Espagnol et un Néerlandais à se battre jusqu'à la dernière balle pour un Berlin qui n'a jamais été le leur? Qu'est-ce qui les a poussés à soutenir Hitler jusqu'au bout? La réponse ne se trouve pas dans les ruines de 1945. Elle se trouve au quartier général d'Hitler, dans le Berlin d'avant-guerre, alors que la machine nazie semblait invincible. C'est une histoire de faux espoirs, de propagande implacable et d'idéologie haineuse. Et tout a commencé avec une organisation qui promettait à ses hommes une nouvelle Europe, les tristement célèbres SS. L'idéologie nazie et les combattants étrangers. Au début de la guerre, l'armée allemande avait sans surprise besoin d'un grand nombre de recrues. Lors de son attaque contre la Pologne en 1939, puis en Europe occidentale et en Scandinavie en 1940, elle comptait environ 4 millions de soldats. Durant cette période, la Waffen-SS servait principalement de force de soutien, forte d'environ 100 000 membres, assassinant des juifs, arrêtant des suspects politiques étrangers et combattant au combat. Les pertes subies étaient légères et les remplaçants relativement faciles à trouver. Ainsi, durant les premières années de la guerre, la SS bénéficiait encore de critères d'admission extrêmement stricts. Seuls les citoyens allemands pouvaient, bien sûr, ironiquement, prouver leur ascendance aryenne depuis 1800. Ils devaient également être célibataires et ne pas avoir de casier judiciaire vierge. Parmi les autres critères figuraient avoir entre 17 et 23 ans, mesurer au moins 1,74 m et avoir une dentition et une vue parfaite. En bref, il devait représenter l'image idéale d'un soldat nazi. Mais après l'occupation de vastes territoires par l'Allemagne en Europe de l'Ouest et du Nord, la situation a changé, tout comme les politiques nazies. Pour comprendre ce changement, il est important d'analyser brièvement les fondements de l'idéologie raciale nazie. Cette idéologie classait les individus selon une échelle graduée. Au sommet se trouvaient les Allemands et les Autrichiens. En bas, les Juifs, ennemis éternels de la race allemande, destinés à être exterminés. Au bas de l'échelle se trouvaient également les Slaves, les Russes, les Serbes, etc., considérés comme des sous-hommes dignes de l'esclavage. Parmi ces groupes figuraient toutes les autres nationalités, comme les Français et les Espagnols, qui étaient tolérés, sans toutefois être considérés comme égales. Enfin, en deuxième position, juste après les Allemands, se trouvaient les Danois, les Néerlandais, les Suédois et les Norvégiens, historiquement considérés comme des Allemands perdus, et qui pouvaient être réintégrés dans la race allemande s'ils embrassaient les idéaux nazis. Ainsi, avec cette idéologie comme toile de fond, et avec la guerre qui s'étendait de plus en plus après 1940 et 1441, les nazis et les SS ont dû résoudre l'équation suivante. Premièrement, ils avaient besoin de davantage de membres SS pour avoir des yeux et des oreilles partout où l'armée allemande posait le pied. Deuxièmement, tous les hommes allemands de l'âge concerné étaient enrôlés dans l'armée allemande officielle, ils n'étaient donc pas une option. Troisièmement, et c'est là l'essentiel, certains pays occupés, comme les Pays-Bas et le Danemark, sont restés quasiment indépendants de l'État allemand. Cela signifiait
qu'ils n'avaient pas à envoyer officiellement leurs armées combattre aux côtés des Allemands. Tout cela a conduit les SS à une solution évidente. Ils ont assoupli les restrictions raciales de recrutement, afin que les Waffen-SS puissent accepter comme membres volontaires des Allemands, des Danois, des Suédois, etc. Et c'est ainsi que les régiments étrangers de la Waffen-SS sont devenus une réalité. Division Viking. Le premier résultat tangible de cette nouvelle politique SS fut la création de la division SS Viking en décembre 1940. Formellement créée par la fusion de la SS Standard Germania, une unité expérimentée, et des régiments de volontaires Westland, composés de volontaires néerlandais et flamands, ainsi que Nordland, composés de volontaires danois et norvégiens. Bien qu'initialement conçue comme une unité étrangère, la division, tout au long de son service, était composée majoritairement d'Allemands et d'Allemands de souche. Son effectif initial atteignait environ 19 337 soldats et officiers. Ce n'est pas un hasard si la Viking a été créée à cette époque. Elle résultait d'un ordre direct d'Hitler, au moment même où le dirigeant nazi décidait d'attaquer l'Union soviétique. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une division étrangère au sens traditionnel du terme, la Viking fut la première division de la Waffen-SS à intégrer un nombre significatif de volontaires non allemands. Le plus intéressant est qu'il ne s'agissait pas de simples recrues, mais de fervents partisans du nazisme. La grande majorité, à ce stade précoce, étaient des militants d'extrême droite, des sympathisants fascistes et des anticommunistes qui voyaient dans la guerre d'Hitler une occasion de construire une nouvelle Europe. Par exemple, Emil Stahl, un Danois, avait déjà rejoint le Parti national-socialiste danois à seulement 16 ans et s'était engagé comme volontaire dans la SS en juin 1940, juste après l'occupation de son pays par les nazis. Fervent anti-bolchevique, il était tellement influencé par les nazis qu'il ne quitta le champ de bataille qu'après avoir été grièvement blessé 2 ans plus tard. Les autres volontaires étaient plus ou moins comme lui. L'historien Rolf-Dieter Müller les décrit ainsi. Ils étaient des représentants des mouvements d'extrême droite et fascistes de leur pays d'origine, chacun avec un profil particulier. Dans la plupart des cas, il s'agissait de petites minorités politiques, de parias sociaux qui, en se portant volontaires pour combattre sous l'uniforme allemand, espéraient acquérir un capital politique et une reconnaissance. Chacun affichait un mélange unique d'audace, d'idéalisme et d'ambition politique. Cette observation soulève la question suivante. Si ces volontaires n'étaient qu'une minorité, pourraient-ils réellement former des unités efficaces? Après tout, la Seconde Guerre mondiale impliquait des millions de soldats. Les SS et l'armée allemande pouvaient-ils vraiment compter sur quelques milliers de volontaires? Recrutement. La réponse courte à cette question est non. En juin 1941, plus de 6 mois après sa création, la division Viking n'avait réussi à recruter que 1564 combattants étrangers. C'était bien en deçà de son objectif de 20 000 hommes. En pratique, cela signifiait que Viking n'était jamais véritablement une division étrangère. Ce qui surprend, c'est le laxisme des critères de recrutement par rapport aux années 1930. Pour rappel, à l'époque, il fallait être d'origine allemande, 1800, mesurer 1,74 m et avoir seulement 23 ans. Mais désormais, les volontaires devaient seulement présenter quelques traits ariens généraux comme les yeux bleus et les cheveux blonds, mesurer au moins 1,65 m et avoir entre 17 et 40 ans. Des exigences que la plupart des Européens de l'Ouest et du Nord pouvaient facilement remplir. Pourtant, malgré ces barrières abaissées, les nazis trouvèrent peu de preneurs. Au début, bien sûr, cette réalité n'était pas inquiétante. Avant juin 1941, les victoires rapides de l'Allemagne avaient rendu le recrutement à l'étranger inutile, plus symbolique que réel. Mais l'invasion de l'Union soviétique a tout changé du jour au lendemain. Soudain, les nazis se retrouvèrent confrontés à une guerre sur un front de 3000 km avec des millions de soldats dans le camp adverse. Face à cette situation, le régime comprit qu'il était urgent de prendre des mesures pour accroître le nombre de volontaires. Ils se tournèrent alors vers leur plus grand talent, la propagande. Le chef SS Heinrich Himmler et le ministre de la propagande Joseph Goebbels réussirent à rebaptiser le conflit, le présentant comme une croisade pan-européenne contre le bolchevisme.
Cette stratégie fonctionna car le sentiment anti-bolchevique était déjà profondément ancré dans les cercles d'extrême droite européens et s'intégrait parfaitement à la rhétorique antisémite nazie sur le judéo-bolchevisme. Ces campagnes de propagande furent, en réalité, vigoureuses et incluaient des rassemblements publics massifs et la formation de comités symboliques dans un climat anti-bolchevique fébrile. Affiches et médias dans toute l'Europe occupée présentèrent la guerre comme une croisade pour sauver l'Europe chrétienne de la barbarie bolchevique et arborèrent les drapeaux de diverses nations européennes unies contre l'Union soviétique. L'objectif n'était plus un empire allemand, mais un nouvel ordre en Europe fasciste. Ce changement stratégique s'avéra fructueux. Le nombre de volontaires étrangers connut une augmentation notable, passant d'environ 2000 en juin à 12 000 en décembre 1941. L'impact de ces campagnes de propagande fut particulièrement évident dans un pays qui, bien que non occupé par l'Allemagne, entretenait de fortes sympathies fascistes, l'Espagne. L'Espagne venait de sortir de la guerre civile, remportée par le général Franco grâce au soutien crucial de l'Allemagne. Cependant, Franco considérait son pays trop affaibli et dévasté pour rejoindre officiellement l'effort de guerre de l'Axe. Il autorisa donc la formation d'une division de volontaires espagnols, la division bleue, pour combattre sur le front de l'Est. Comptant près de 20 000 hommes à ses débuts, la division bleue dépassait à elle seule presque toutes les autres forces de volontaires d'Europe occidentale réunies. Cependant, le peuple espagnol n'était pas considéré comme racialement acceptable parce que les nazis considéraient comme leur organisation d'élite, la SS. Par conséquent, la division bleue ne fut autorisée à intégrer l'armée régulière allemande qu'aux côtés de régiments français et croates similaires, comptant chacun entre 3 000 et 5 000 hommes. Mais le succès de cette action volontaire, soutenue par l'État, donna au SS une idée: encourager les gouvernements sympathisants des nations germaniques à suivre le même modèle. Cela conduisit à la création des premières légions étrangères. Ces légions étaient des unités de volontaires soutenues par l'État, originaires des pays d'Europe, de l'Ouest et du Nord, qui combattaient aux côtés de la Waffen-SS à l'Est. Au Danemark, par exemple, le dirigeant nazi Fritz Clausen lança un appel à ses compatriotes le 23 juin, les exhortant à rejoindre la SS et à combattre pour l'Europe contre l'ennemi mondial. Des appels aux armes similaires furent lancés par le Norvégien Vidkun Quisling et le Néerlandais Anton Mussert. Grâce à cette nouvelle campagne de propagande et au nouveau système de recrutement par légion, le nombre de volontaires étrangers dans la SS atteignit 30 000 début 1942, soit plus de 10 fois plus que l'année précédente. Heureusement pour la SS, nombre d'entre eux restèrent des nazis convaincus, ce qui maintint la motivation de ces armées à aller au front. De nombreux volontaires écrivirent à leurs familles pour exprimer leur joie de porter l'uniforme allemand. Le volontaire suisse Benno Scheppi écrivit à sa femme en mars 1941. « Me demandez pourquoi je me suis porté volontaire, pourquoi, de mon plein gré et par choix, j'ai revêtu mon manteau gris et entrepris une marche sans ordre, une marche dont ni vous ni moi ne savons quand elle se terminera, ni si le jour viendra où nous nous reverrons. N'avez-vous pas ressenti dernièrement combien j'ai souffert, combien j'avais mal de tout mon être à l'idée de participer à ce grand sacrifice ? Mon cœur déborde de fierté et de joie. La soif de pouvoir n'est pas mon but, ni la vengeance. L'Allemagne sera unie après la victoire. Les tribus de Germanie participent à la création d'un monde nouveau, et l'humanité reçoit un esprit nouveau. Mais cet idéalisme se heurtait souvent à la dure réalité. Les recrues étrangères se heurtaient à la méfiance constante des officiers allemands qui mettaient en doute leur préparation au combat. La plupart d'entre elles n'avaient pas bénéficié de l'entraînement intensif d'élite des SS allemands, certains ayant été membres de l'organisation pendant des années avant de combattre. Même les membres de la division Viking, soi-disant d'élite, étaient qualifiés de « trop mous » par un commandant, qui affirmait que certains pleuraient comme des bébés pendant l'entraînement. Ce même commandant prônait un entraînement de base plus strict et insistait même sur le fait que l'unité ne serait fiable qu'avec un ratio de 2 soldats allemands pour un soldat non allemand. En conséquence, de nombreux volontaires furent relégués à des unités de sécurité arrière ou à d'interminables exercices d'entraînement, sans avoir jamais combattu en première ligne contre les troupes soviétiques. En substance, la raison première de leur recrutement était perdue. Pour couronner le tout, les conditions dans les centres de formation étaient loin d'être idéales.
Thor Samuelsson, un volontaire suédois, a observé « Si l'un d'entre nous pensait atteindre le paradis, il était cruellement déçu. On nous réveillait à 6 heures sans café et on nous donnait du pain sec pendant le trajet. Ensuite, il fallait travailler, déplacer de grandes armoires, faire le ménage, etc. » Un autre Suédois, Elis Höglund, se souvient de la discipline stricte et de l'entraînement rigoureux. L'Unterscharführer nous faisait courir avec des masques à gaz jusqu'à l'évanouissement. Au moindre manquement à la discipline, nous étions contraints de faire des flexions des jambes, le fusil sur les bras tendus ou des pompes. Contrairement aux attentes initiales, de nombreux bénévoles ont perdu leur motivation initiale. Kaflolof Holm, qui souffrait de dysenterie à cause de la mauvaise qualité de l'eau, a déclaré un jour « Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté la maison ». En réalité, beaucoup désertèrent dès les premiers mois de 1942. Conscient du problème, le chef SS Heinrich Himmler mit en doute la formation idéologique et militaire des recrues étrangères, exacerbant encore le climat de suspicion et de sous-estimation de leur qualité. Un Untersturmführer SS fut si furieux que, lorsque des volontaires lui demandèrent de les renvoyer, il refusa, ajoutant « Je promets d'exécuter personnellement quiconque tentera de s'échapper ». Ainsi, malgré l'augmentation du nombre et l'enthousiasme initial, les volontaires étrangers ont rapidement rencontré d'énormes difficultés pour s'intégrer dans leur nouvelle organisation. Ce problème pourrait-il être résolu ou serait-il condamné à souffrir jusqu'à la fin de la guerre? Principaux régiments. La prise de conscience croissante des problèmes de recrutement et d'intégration des volontaires étrangers au sein des formations SS a finalement conduit à des réformes radicales qui ont donné à ces unités leur forme définitive jusqu'à la fin de la guerre. Ces changements profonds ont été principalement impulsés par deux figures clés, Gottlob Berger, responsable du recrutement SS, et Franz Rydweg, l'officier suisse-allemand responsable des affaires des volontaires étrangers. Rydweg, en particulier, s'appuyant sur sa propre expérience d'étranger au sein de la SS, a identifié des inégalités structurelles fondamentales qui reléguaient les soldats non allemands à un statut de seconde zone au sein de l'organisation. Ces pratiques discriminatoires se sont manifestées de manière visible, uniformes, armes et insignes distinctifs différents, renforçant ainsi les hiérarchies raciales et nuisant gravement à la cohésion et au moral des unités. En conséquence, la SS mit en œuvre des changements radicaux pour remédier à ces problèmes, commençant progressivement en 1942 et accélérant considérablement après février 1943. Les soldats étrangers formés dans les écoles d'officiers SS d'élite de Bad Tölz et de Brunswick commencèrent finalement à recevoir des commissions équivalentes à celles de leurs homologues allemands. En février 1943, les archives indiquaient que 47 officiers et 172 cadets étrangers originaires de Flandre, des Pays-Bas, de Norvège et du Danemark servaient dans la Waffen-SS, soit une fois de plus près de 10 fois plus que l'année précédente. Leur efficacité au combat fut encore améliorée par des améliorations d'équipement qui les alignèrent sur les divisions allemandes régulières. Plus important encore, le Reichsführer SS Himmler autorisa la création d'une toute nouvelle division, calquée sur la division SS Viking. Cette nouvelle formation, la division d'infanterie mécanisée SS Nordland, marqua une avancée majeure dans le rôle des volontaires étrangers au sein de la structure SS. Le moment choisi pour ces réformes n'était pas fortuit. Février 1943 fut marqué par la défaite catastrophique de l'Allemagne à Stalingrad, un tournant qui transforma la guerre, passant d'une conquête offensive à une défense désespérée. Cette nouvelle réalité exigeait une utilisation maximale de toutes les ressources humaines disponibles, rendant l'organisation efficace des unités étrangères représentait la première tentative globale de regroupement de plusieurs légions nationales dissoutes en une force de combat unique et cohérente. Conçue principalement pour des volontaires norvégiens, danois et néerlandais, elle intégrait également de plus petits contingents de combattants suédois et estoniens suédois. Cependant, malgré ses ambitions pangermaniques, les principaux éléments de combat de la division, notamment ses unités blindées, ses batteries d'artillerie et ses unités de soutien logistique, restaient majoritairement composés de SS d'origine allemande. Cette réalité organisationnelle démontrait les limites persistantes de la création de formations étrangères véritablement autonomes
au sein de la hiérarchie raciale rigide des SS. La formation de la division de volontaires français est encore plus révélatrice. Les volontaires français avaient initialement servi dans l'armée allemande, au sein de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, une initiative collaborationniste opérant en dehors des structures SS. Bien que ce projet ait reçu l'approbation personnelle du maréchal Pétain, son caractère non allemand excluait initialement les Français du service dans la Waffen-SS, les limitant à des missions de sécurité à l'arrière. Cependant, les exigences implacables de la guerre totale érodèrent progressivement ces barrières raciales. En juillet 1943, Hitler autorisa personnellement le recrutement de volontaires français par la Waffen-SS, suite à d'intenses pressions politiques du gouvernement de Vichy de Pierre Laval. Ce changement de politique conduisit à la création de la brigade d'assaut SS de France en octobre 1943, qui fut intégrée à des régiments SS plus importants. Mais ce n'était pas la fin. Le débarquement de Normandie en juin 1944 offrit une manne aux recruteurs SS. Alors que les forces alliées libérèrent la France, des milliers de collaborateurs français s'enfuirent vers le nord, en territoire allemand. Ces hommes engagés ne pouvant plus rentrer chez eux, ils formèrent un vivier de recrues captives qui grossit considérablement les rangs de la SS française. En août 1944, cet afflux permit la formation de la division Charlemagne, forte d'environ 7000 hommes. Ironiquement, née au lendemain de la défaite allemande, cette division allait devenir l'une des formations étrangères les plus célèbres et les plus engagées de la SS, combattant avec fanatisme jusqu'au dernier jour de la guerre. Une évolution parallèle s'est produite avec les volontaires néerlandais. Initialement organisés fin 1943 sous le nom de Brigade néerlandaise pour la défense du territoire, ces sympathisants nazis néerlandais étaient initialement considérés par les commandants allemands comme ayant peu d'utilité militaire. Cependant, l'avancée des Alliés après le jour J a transformé leur statut. Comptant quelques 8000 hommes, ces collaborateurs néerlandais, désormais apatrides, furent redéployés pour défendre les frontières de l'Allemagne, où ils resteraient engagés jusqu'à la fin de la guerre. La situation dans les pays baltes offrait un cas unique de mobilisation de masse dans des circonstances radicalement différentes. Après l'invasion et l'annexion soviétique de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie en 1940, ces nations subirent une répression brutale, caractérisée par des déportations massives, des exécutions et une éradication culturelle systématique. Ce règne de terreur suscita un sentiment anti-soviétique si profond que, lorsque les forces allemandes envahirent le pays en 1941, elles furent d'abord accueillies comme des libérateurs. L'intensité de ce sentiment se manifesta par un nombre remarquable de volontaires. À la fin de 1941, environ 50 000 Estoniens et Lettones avaient rejoint des unités affiliées à l'Allemagne, servant à divers titres tout au long de la guerre. La plupart des recrues baltes rejoignirent initialement des formations de police et des unités d'autodéfense sous la juridiction de la SS, qui assumait des fonctions de sécurité cruciales dans les territoires occupés. Cependant, l'euphorie initiale suscitée par la libération s'est rapidement dissipée, les populations baltes comprenant que l'occupation allemande n'offrait aucune voie de restauration de l'indépendance. Les autorités nazies réprimèrent systématiquement les mouvements nationalistes et traitèrent la plupart des peuples baltes avec un mépris racial, les considérant à peine supérieurs aux Slaves. La seule exception étaient les Estoniens, considérés, selon une logique allemande perverse, comme plus proches des Scandinaves. Cependant, malgré la détérioration de ces relations et le déclin de l'enthousiasme des volontaires après 1942, la SS parvint à recruter d'importantes unités de combat parmi les populations baltes. Les plus notables furent la 20e division SS de grenadiers de Waffen estonienne et les 15e et 19e divisions lettonnes de grenadiers de Waffen, créées en 1943 et 1944. Ces formations allaient jouer un rôle de combat important sur le front de l'Est, certains éléments combattant jusqu'à leur effondrement total en mai 1945. Ainsi, le recrutement de volontaires étrangers tout au long de la guerre fut un processus historique extrêmement complexe, présentant de grandes variations selon les nations impliquées. Il était influencé par de multiples facteurs, non seulement le fanatisme idéologique, mais aussi les nécessités militaires et le désespoir des collaborateurs face à l'effondrement de leurs régiments alliés aux nazis.
Mais d'une manière ou d'une autre, il fournissait aux SS et aux Waffen-SS un nombre considérable de recrues à envoyer au front. Mais quel était exactement le rôle des volontaires dans les batailles réelles? De grandes batailles. Durant les premières années de la guerre, les volontaires étrangers de la Waffen-SS jouèrent un rôle marginal dans le conflit. La division SS Viking, par exemple, franchit la frontière avec l'Union soviétique en 1941 au sein du groupe d'armées sud, mais ne servit initialement que de garde de flanc ou prêta ses bataillons à d'autres unités pour des opérations spécifiques. En 1942, cependant, elle devint plus redoutable. Elle joua un rôle majeur dans la prise de Rostov, s'enfonça profondément dans le Caucase et combattit pour le contrôle des champs pétroliers vitaux de Maïkop. Mais même alors, ces unités non allemandes restèrent l'exception et non la règle. Ce n'est qu'en 1944 que la réforme promulguée par la SS en 1943 démontra son véritable potentiel dans la pratique. En bref, les volontaires étrangers ne furent utilisés efficacement pour la première fois que durant la dernière année de la guerre. En janvier 1944, la situation de la guerre contre l'Union soviétique se détériorait gravement pour l'Allemagne. Le conflit était devenu désespéré, notamment autour de Leningrad. L'offensive hivernale soviétique fracassa la 9e division de la Luftwaffe et menaça d'anéantir toute la ligne défensive. Dans ce chaos, le 3e corps Panzer SS, un groupe de volontaires étrangers parmi les plus engagés idéologiquement que les nazis pouvaient rassembler, s'engagea. Sous le commandement de Felix Steiner, la division Nordland et la brigade Nederland s'engagèrent dans la brèche pour empêcher une défaite totale. Pendant une semaine, elles menèrent une action dilatoire, permettant aux forces allemandes démantelées de se replier vers l'ouest en direction de la Louga. Puis, épuisées et ensanglantées, elles se replièrent sur le saillant de Narva, un étroit pont terrestre entre le golfe de Finlande et le lac Peipus, désormais la dernière position défendable avant les États baltes. Des unités du 3e corps blindé SS allemand, dont une partie du Nordland, se sont déplacées dans cette zone pour soutenir la 18e armée contre l'attaque soviétique annoncée précédemment, prenant en charge le secteur allant de l'embouchure de la Louga à Peterhof le 13 décembre. Mais leurs efforts furent vains. L'offensive soviétique, lancée tôt le 14 janvier après un intense bombardement d'artillerie, perça leurs lignes et les vainquit finalement. Ce qui suivit cette première attaque fut l'une des défenses les plus brutales de tout le front de l'Est. En février, les Soviétiques se lancèrent sur Narva, testant la 20e division SS estonienne nouvellement arrivée. Les Estoniens tinrent bon. Mars apporta des attaques encore plus rudes, cette fois contre la division Nordland, affaiblie, et la 11e division d'infanterie voisine. L'avancée soviétique au sud ne fut scellée qu'après 3 contre-attaques désespérées de volontaires scandinaves. Puis vint l'assaut sur Narva elle-même. Les Néerlandais de la brigade Nederland subirent le plus gros des combats. Son 49e régiment, de Ruyter, perdit la moitié de ses hommes en quelques jours seulement. Le 48e régiment, Seyffardt, fut pratiquement anéanti. Alors que les Soviétiques reportèrent leur attention au sud de la ville, le 24e régiment danois, Danemark, prit le contrôle, ses compagnies exsangues par la boue et la neige. En juillet, les bataillons d'infanterie du Nordland étaient réduits à moins de 100 hommes chacun, à peine l'ombre de leurs effectifs d'antan. Pourtant, ils tinrent bon. La dangereuse opération de repli de fin juillet nécessitait des unités d'arrière-garde, un rôle sacrificiel assumé par des unités comme les volontaires néerlandais. Le 25 juillet, lors de sa retraite, le régiment général Seyffardt de la brigade Nederland était encore à Narva. Un régiment entier fut anéanti dans la forêt, juste à l'ouest des nouvelles défenses. Au total, moins de la moitié des SS étrangers survécurent à la bataille de Narva. Pourtant, la propagande célébra Narva comme un triomphe. Le commandant de corps Steiner fut nommé à la Croix de Chevalier. Le général Lindemann, de la 18e armée, félicita les troupes SS étrangères pour avoir repoussé 11 divisions soviétiques et 6 brigades de chars avec seulement 2 divisions et une brigade en sous-effectif. Mais les chiffres révélaient une situation plus sombre. Le 3e corps SS avait subi plus de 7500 pertes rien qu'à Narva. La brigade Nederland avait perdu 62% de ses effectifs. La brigade Nordland, 33%. Il ne s'agissait plus des surhommes ariens pimpants des affiches de recrutement nazis.
C'étaient des survivants épuisés, à moitié affamés, soutenus uniquement par la certitude que la reddition signifiait l'exécution. Pire encore, ils servaient souvent de chair à canon, permettant ainsi aux régiments allemands de se replier sains et saufs et de survivre. Ailleurs sur le front de l'Est, d'autres unités SS étrangères livrèrent des combats tout aussi acharnés. La bataille de Korsun-Tcherkassy fut particulièrement marquante, où des volontaires wallons, sous les ordres du fanatique Léon de Grelle, ainsi que des unités estoniennes, se distinguèrent au prix d'un tel sacrifice que leurs brigades furent quasiment anéanties. Le 26 janvier 1944, la 6e armée panzer soviétique perça les lignes allemandes et le 28 janvier encercla complètement les forces allemandes dans la région de Korsun. L'encerclement prit fin le 29 janvier, piégeant entre 56 000 et 60 000 soldats allemands issus de 5 divisions et unités de soutien, ainsi que des milliers de soldats de la division Wiking. Le haut commandement allemand organisa un pont aérien désespéré pour ravitailler les forces bloquées, mais le mauvais temps et les tirs incessants de la DCA soviétique rendirent cet effort largement inefficace. Les colonnes de secours échouèrent. Finalement, les troupes encerclées durent tenter une percée à pied sur les 9 derniers kilomètres jusqu'aux lignes allemandes. Hitler autorisa à contre-cœur cette tentative de percée, prévue pour 23 heures le 16 février. Le bataillon SS Panzer Grenadier estonien de Narva, vétéran de combats acharnés, participa à cette opération vouée à l'échec. Le Hauptsturmführer estonien Paul Meitla rassembla ceux encore aptes au combat, formant 2 compagnies de 100 hommes et une 3e compagnie de blessés capables de marcher. Ils abandonnèrent tout équipement lourd, ne transportant que pistolets, munitions et grenades à main. Conscients de leur situation quasi impossible, ces hommes adoptèrent la sombre devise « La mort ici ou la Sibérie », une phrase qui décrivait parfaitement leur situation désespérée. Le bilan final de ces importantes batailles fut sans équivoque. Les volontaires étrangers avaient été sacrifiés presque jusqu'au dernier. Pour aggraver la tragédie, les remplaçants envoyés pour reconstruire ces unités dévastées furent négligeables. Sur les plus de 7500 pertes subies par les divisions Norrland et Nederland dans le secteur de Leningrad, seuls 1336 remplaçants arrivèrent. Retourner dans leur pays était désormais impossible, ils seraient traités comme des traîtres, tandis que l'Allemagne était clairement en train de perdre la guerre sur tous les fronts. Tout espoir semblait perdu. Et puis, le 20 juillet 1944, un événement se produisit. Une tentative d'assassinat faillit tuer Adolf Hitler à son quartier général de la Tanière du Loup. Cet événement allait avoir un impact réel sur les volontaires étrangers. Mais était-ce pour le meilleur ou pour le pire? Bénévoles par leur nom. L'échec de la tentative d'assassinat contre Hitler fut un choc profond, en particulier pour les dirigeants nazis. Jusqu'en juillet 1944, la loyauté de l'armée allemande envers le régime nazi était quasi indiscutable, mais le complot d'assassinat brisa instantanément cette perception. Les motivations des conspirateurs n'avaient rien de mystérieux. Avec l'avancée des forces alliées sur la France après le jour J, la défaite de l'Allemagne semblait inévitable, et de nombreux officiers estimaient qu'une négociation de paix était devenue nécessaire. Cependant, l'échec du complot eut l'effet inverse de celui escompté. Plutôt que d'ouvrir la voie à des négociations, il engendra une profonde méfiance entre l'armée régulière et le parti nazi, en particulier sa branche armée, la Waffen-SS. En 1944, la Waffen-SS comptait près d'1 million d'hommes et devint la seule force militaire en laquelle Hitler avait pleinement confiance. Du jour au lendemain, son importance stratégique se démultiplia. Combattant les plus fanatiques idéologiquement, ses troupes combattirent jusqu'au bout, obéissant sans réserve aux ordres d'Hitler. Il savait cependant que cette loyauté absolue ne s'étendait pas nécessairement aux volontaires étrangers dans leurs rangs. La Waffen-SS a dû faire face à des difficultés de recrutement constantes jusqu'aux derniers jours de la guerre. Après des années de combat, la main-d'œuvre allemande disponible était épuisée, la plupart des hommes aptes au service étant déjà en service, blessés ou tués, tandis que le nombre de volontaires étrangers restait insuffisant. Face aux besoins croissants en personnel, notamment durant la dernière année de la guerre, le recrutement a évolué, entraînant un épuisement de presque tous les enrôlements volontaires, sauf les plus forcés ou les plus fanatiques.
Ce qui, avant 1943, était un mélange d'idéalistes politiques et d'aventuriers, a cédé la place au recrutement désespéré de ceux qui souffraient de la faim ou du chômage, notamment parmi les travailleurs urbains. Les efforts de recrutement ciblaient spécifiquement les populations vulnérables, soldats démobilisés, prisonniers, et même, à terme, prisonniers de guerre et travailleurs étrangers déjà sous contrôle allemand. Certains témoignages évoquent même un recrutement direct dans les prisons et les établissements psychiatriques offrant le service militaire comme alternative à l'internement. Des évaluations suggèrent que certaines recrues de la Wehrmacht ont parfois été contraintes de rejoindre la SS. Cela indique que, durant les dernières années de la guerre, l'étiquette de volontaire masquait souvent des méthodes de recrutement qui n'étaient pas strictement volontaires. La situation était similaire, voire pire, pour les volontaires d'Europe de l'Est, estoniens, lettons et ukrainiens. Avec l'effondrement du front de l'Est fin 1944, face à une grave pénurie de personnel, le commandement allemand et la SS modifièrent radicalement leur stratégie de recrutement des Européens de l'Est. Durant l'été 1944, la SS créa un bureau de contrôle des volontaires de l'Est, spécifiquement chargé de recruter du personnel pour les formations de la Waffen-SS. Il est à noter que ce bureau ne ciblait pas les volontaires idéologiques, mais plutôt les membres des troupes auxiliaires SS, ainsi que les prisonniers de guerre et les travailleurs des camps de concentration. Cette campagne de recrutement agressive donna naissance à de grandes formations telles que le 15e corps de cavalerie cosaque, qui comptait plus de 25 000 hommes à la fin 1944. Ainsi, sous une forme ou une autre, en 1944, les soldats étrangers de la Waffen-SS atteignaient près de 250 000 hommes, soit plus de 25% de ses effectifs totaux. Cela signifie que, lors du conflit d'usure de 1944, ce sont ces unités qui furent déployées dans des opérations défensives de dernière minute. Leur rôle évolua pour servir de remplaçant aux unités mixtes ou étrangères existantes, ou comme unités improvisées pour les situations de dernière minute. Les choses n'allaient tout simplement pas bien. La fin est proche. À l'aube de 1945, les formations Waffen-SS d'Europe occidentale se préparaient aux derniers actes de la sombre fin de la guerre. Le 3e corps Panzer SS germanique, qui constituait alors les derniers vestiges de ces unités de volontaires, participa à la 4e bataille de Courland en janvier. La brigade SS Nederland, dont les effectifs étaient déjà réduits par les engagements précédents, subit de plein fouet l'assaut soviétique. Son 49e régiment de Reuter, autrefois fier, comptait à peine 80 hommes prêts au combat. Malgré ces pertes catastrophiques, le haut commandement allemand considérait encore le corps comme suffisamment précieux pour justifier un redéploiement. Entre le 28 et le 30 janvier, alors que le front de l'Est s'effondrait, le corps fut retiré de Courland et expédié à Stettin. Après une semaine de transit par la Baltique, les survivants épuisés se préparèrent immédiatement à rejoindre le combat pour défendre les frontières du Reich en ruine. Cette situation militaire désespérée imposa à nouveau des réorganisations radicales. Les divisions allemandes nouvellement formées en 1945 ne disposant que de 2 régiments au lieu des 3 habituels, la Waffen-SS éleva bureaucratiquement la Nederland au rang de division, bien qu'il s'agisse davantage d'une fiction administrative que d'un renforcement significatif. La division ne ressemblait guère à sa force théorique. N'ayant recruté que 339 volontaires néerlandais sur l'ensemble de l'année 1944, elle comptait désormais massivement sur des recrues allemandes de dernière minute pour compléter ses rangs décimés. Ce fut le même sort que celui de la SS Norrland et d'autres formations étrangères. Ce qui n'était au départ que des unités de volontaires idéologiques était devenu un assemblage de bric-à-brac des rares effectifs que le Reich en déclin pouvait rassembler. Il s'agissait, comme certains historiens les ont ingénieusement appelés, de divisions de papier. Face à une situation aussi désespérée, avec l'Allemagne encerclée et l'armée russe progressant toujours plus profondément en Allemagne continentale, on aurait pu penser que les autorités nazies tenteraient au moins d'utiliser des volontaires pour assurer une défense solide. Mais vous pourriez être surpris. En réalité, les nazis préparaient déjà une offensive finale au cours de laquelle des volontaires seraient déployés en masse et sacrifier l'opération Sonnenwende. Une dernière attaque,
L'opération Sonnenwende fut une offensive allemande désespérée et de dernière minute près de Stargard, dans l'actuelle Poméranie, au nord-est de l'Allemagne. Le 3e corps Panzer SS allemand, fusion de divisions étrangères comme la Viking, constituait le cœur de cette force d'attaque, désormais renforcée par 2 groupements tactiques SS belges en sous-effectif et par la nouvelle division SS Charlemagne, encore inexpérimentée, en réserve. La principale force d'assaut était constituée d'unités réduites, la SS Nordland, la SS Nederland, la SS Panzerdivision Frundsberg et la SS Police Division, appuyées par le groupe de corps d'armée Munzel. La SS Nordland, autrefois une formation d'élite, avait été systématiquement affaiblie pour renforcer d'autres unités. Ces régiments de Norvège et de Danemark avaient perdu leurs premiers bataillons en novembre, transférés en remplacement à la division SS Viking. Il ne restait plus que l'ombre d'elle-même, réduite à 5 bataillons d'infanterie partiellement motorisés, typiques des divisions allemandes en déclin de 1945. L'opération s'est rapidement effondrée. Prévue comme un mouvement en tenaille, l'attaque sud depuis Francfort-sur-l'Oder n'a jamais eu lieu. L'état-major de la 11e armée Panzer SS, nouvellement formée par Steiner, a peiné à coordonner les forces disparates, retardant l'offensive jusqu'à la mi-février. Lorsque l'attaque a finalement commencé, seule la SS Nordland était initialement prête, avançant seule sur des routes limitées par le mauvais temps. Fait remarquable, elle a pénétré sur 11 km jusqu'à Arnswald le 15 février, secourant une garnison allemande piégée et des milliers de civils. D'autres unités se sont progressivement jointes au cours des jours suivants. Les SS Walloniens et SS Langemark couvrant les flancs, mais les champs de mines et la forte résistance soviétique ont stoppé l'avancée après des gains minimes. Bien que tactiquement insignifiante, l'offensive de Stargard força l'armée rouge à stopper son avancée sur Berlin pour sécuriser son flanc nord en Poméranie en mars. Mais lorsque la contre-offensive soviétique débuta le 1er mars, 4 armées massives percèrent les défenses allemandes épuisées. Les SS Nederland et SS Langemark subirent l'essentiel de l'assaut initial mené par 2 armées de chars soviétiques. Les unités néerlandaises furent à nouveau décimées, ne laissant subsister que 2 bataillons de leur régiment d'origine, les 48e et 49e. La brigade flamande se replia vers Aldam et Stettin, ses compagnies étant réduites à 30 à 40 hommes chacune, tandis que les Wallons menaient des replis acharnés vers le nord. Les véhicules blindés restants du SS Nordland assurèrent une action d'arrière-garde cruciale, car son infanterie, comptant alors moins de 100 hommes en moyenne, retarda l'avancée soviétique vers Stettin et Loder. À ce moment-là, les remplaçants étaient principalement constitués des derniers Allemands disponibles, de membres de l'aviation allemande presque détruite et de quelques marins, ce qui affaiblissait encore davantage le caractère ouest-européen de ces formations. Le plus grand désastre frappa la division SS Charlemagne. Après seulement 5 mois d'entraînement à Wildflecken, ces 4500 hommes furent pris au dépourvu près de Körlin par l'avancée des forces soviétiques entre le 24 et le 29 février. Sans soutien d'artillerie ni ligne de ravitaillement, les 57e et 58e régiments SS furent submergés près de Hammerstein et Bellegarde. La division se fragmenta en groupes isolés lors de sa tentative de repli vers le nord. Le colonel Puot et la plupart de ses hommes disparurent dans le chaos, tandis que le général Krukenberg parvint à rassembler environ 1200 survivants qui atteignirent les lignes allemandes à Dievro le 12 mars. Un autre groupe de 500 hommes, commandé par le capitaine Martin, se retrouva piégé dans la poche de Danzig et fut finalement évacué vers Copenhague le 5 avril sans avoir participé à d'autres combats. À la mi-avril 1945, il ne restait pratiquement plus qu'un seul point défensif où l'armée allemande et ses volontaires SS pouvaient se défendre, Berlin. Pour beaucoup, la désertion était devenue une option malgré les risques, mais certains gardaient encore espoir. La raison, l'étonnante nouvelle arme prodigieuse que Hitler célébrait. Pouvait-elle changer leur destin et leur offrir la victoire qu'ils avaient si longtemps combattue? Le baroud d'honneur. Nous savions que des événements importants allèrent se produire, que des armes sensationnelles seraient déployées et que la guerre prendrait un tout autre tournure. Nous savions que des événements encore meilleurs allèrent se produire.
Ce sont les mots d'Erik Wallin, volontaire suédois de la division SS Nordland, qui combattit de 1943 jusqu'à la dernière bataille de Berlin en mai 1945. Anti-bolchevique convaincu, Wallin s'était déjà porté volontaire pour combattre contre l'Union soviétique en 1939, rejoignant l'armée finlandaise pendant la guerre d'hiver soviéto-finlandaise. De retour en Suède, il tenta immédiatement de rejoindre la Waffen-SS dès que les volontaires étrangers furent admis, mais sa candidature fut refusée. Il s'engagea donc dans l'armée suédoise, mais décrivit son expérience comme ennuyeuse. Pour lui, il était inacceptable de faire partie d'une armée neutre alors que l'Europe entière brûlait. Sa chance se présenta en janvier 1943, lorsqu'un ami l'appela pour se réinscrire à la SS, les règles de recrutement ayant été assouplies. Il était si déterminé qu'il décida de déserter son régiment suédois, de traverser la frontière finlandaise et de se rendre à Berlin, où on lui proposa effectivement un poste dans la division Nordland. Mais même pour un anticommuniste aussi convaincu, la vie au front s'avéra horrible. Il combattit tout au long de la retraite allemande d'Estonie vers la Poméranie et se retrouva finalement dans une situation désespérée à Berlin. La seule chose qui le maintint en vie durant ces derniers jours fut l'arme qu'Hitler lui avait promise. L'arme prodigieuse dont il parlait n'était autre que le célèbre Fin 2, première fusée à atteindre l'espace et présentée par la propagande nazie comme la solution ultime contre leurs ennemis. Mais elle ne fut pas à la hauteur de ses attentes. Dans les derniers jours de Berlin, certains F-2 continuèrent de décoller sans but vers l'ouest, ne trouvant aucune utilité face à l'immense vague soviétique arrivant de l'est. Les fusées devinrent une raillerie amère parmi les défenseurs, symbole des promesses nazies non tenues. Les espoirs de Wallin furent déçus et il fut finalement blessé et hospitalisé. Mais le reste de la division Wallin continua le combat sous le commandement du général de brigade Gustav Krukenberg. Krukenberg arriva à Berlin fin avril et fut nommé commandant du secteur de défense C. Son quartier général provisoire fut initialement installé dans les caves de l'Opéra de Berlin. Ce quartier général devait être pour le moins dysfonctionnel. Les caves empestaient l'humidité et la saleté. Des cartes étaient éparpillées dans des cartons, indiquant les lignes de repli de dernière minute qui se rétrécissaient d'heure en heure. Krukenberg reçut l'ordre d'engager des éléments du Nordland dans ce secteur, notamment les commandants du 23e régiment SS de grenadiers blindés Norge et du 24e régiment SS de grenadiers blindés Danemark, qui comptaient entre 600 et 700 hommes chacun vers le 26 avril. Krukenberg divisa son commandement en 3 parties et reçut des renforts, principalement des volontaires de la Waffen-SS venus de toute l'Europe. Ces volontaires participèrent à des combats acharnés, notamment sur la place de la Belle Alliance, aux prises avec les chars et les troupes russes qui avançaient vers la chancellerie et le ministère de l'Air. Les combats se déroulaient alors de maison en maison. Grenades lancées par les fenêtres, lance-flammes nettoyant les caves, hommes s'étranglant dans l'obscurité. Des extrémistes français du bataillon Fenet y participèrent, ainsi que des volontaires belges, espagnols, suédois, danois, hongrois et estoniens. Certains prirent part à la défense finale de la chancellerie partiellement détruite le 1er mai, combattant aux côtés des volontaires français, estoniens et espagnols jusqu'à épuisement de leurs munitions. Les combats pour la prise de la ville furent décrits comme féroces et brutaux. Erik Wallin décrivit sa désillusion finale après la défaite. « Notre morale s'était de plus en plus dégradée ces derniers jours et était dangereusement proche de zéro. » Le SS Oberscharführer Olof Sandström, un autre volontaire suédois, a décrit avec force la situation qui a conduit à ce sentiment de reddition. C'était un chaos effroyable. Les explosions de bombes, de grenades et d'obus provenant d'avions russes volant à basse altitude étaient le spectacle quotidien à Berlin. Et dans les ruines, dans les rues et les maisons en flammes, gisaient les blessés et les morts en tas. Un enfer bouillonnant de mort et de destruction qui semblait sans fin. Les soldats mouraient comme des mouches tout autour de moi. Et la puanteur. Certains perdèrent le contrôle de leur vessie et de leur estomac. Ils étaient laissés là, étendus dedans. Bien que tous les défenseurs de Berlin aient connu le même sort, le nombre de volontaires étrangers dans cette bataille était totalement disproportionné. Cela démontre une fois de plus que les SS ne comptèrent sur eux qu'en dernier recours, qu'ils exploitèrent et sacrifièrent sans le moindre souci, seulement dans les dernières heures désespérées.
Cependant, certains volontaires restèrent si fanatiques qu'ils refusèrent d'admettre cette sombre réalité. Un volontaire français nommé Henri Fenet fut l'un des derniers défenseurs français présents dans la ville, ayant accompagné le général de brigade Krukenberg. Fenet reçut le commandement du bataillon français à Berlin, un bataillon de nom seulement, car l'effectif des soldats d'active n'était que de 300. L'unité luttait littéralement pour sa survie lorsque Fenet fut blessé. Mais malgré ses blessures qui le laissaient instable sur ses jambes, Fenet continua de diriger ses hommes, même depuis une chaise à l'hôtel de ville. L'unité de Fenet se distingua lors de combats anti-chars acharnés, notamment à Hermannplatz, qualifié de « véritable massacre de chars rouges ». L'unité française de Fenet affirma d'ailleurs avoir détruit 62 chars soviétiques, un exploit sans précédent, presque certainement exagéré. Pour cette action, Fenet reçut in extremis la croix de chevalier, la plus haute distinction des forces paramilitaires de l'Allemagne nazie, le 29 avril 1945. Cette décoration, décernée seulement 10 jours avant la capitulation allemande finale, peut paraître insignifiante à l'observateur moderne, mais elle dut être un honneur inestimable pour le persévérant Fenet. À l'approche de la fin, Fenet eut du mal à croire à la nouvelle d'une possible reddition, la jugeant impossible, et se rendit personnellement à la chancellerie du Reich pour confirmer sa prise par l'armée soviétique. À ce moment-là, bien sûr, la chancellerie n'était plus qu'un tas de ruines, les murs noircis par la fumée, les papiers flottant dans les couloirs inondés, et l'odeur d'essence et de mort régnait dans ces murs hermétiquement clos. Fenet l'a vu de ses propres yeux, mais il a refusé de céder. Il a même continué à se battre après avoir appris le suicide d'Hitler le 30 avril. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il a proposé à ses hommes une évasion désespérée de Berlin par des moyens clandestins. À ce moment-là, sur les quelques 300 volontaires français de Fenet, à peine 30 avaient survécu. Ce taux de perte terrifiant était partagé par d'autres unités de volontaires étrangers. Cependant, leur histoire tragique ne s'arrêterait pas là. Membres indésirables d'une armée vaincue, membres d'une organisation meurtrière et traîtres à leur patrie, ces hommes allèrent devoir rendre des comptes pour leurs actes. Mais comment? Conséquence, la première réalité à laquelle les volontaires étrangers ont dû faire face après l'effondrement définitif de l'Allemagne le 8 avril fut l'exécution sans procès des SS capturés par les forces soviétiques ou leur envoi dans des goulags en Sibérie, avec des chances de survie minimes. Face à ce danger mortel, de nombreux volontaires étrangers ont tenté de dissimuler leur identité pour augmenter leurs chances de survie. Erik Wallin, le Suédois anti-bolchevique, a retiré ses insignes et décorations SS, convainquant ses ravisseurs soviétiques qu'il appartenait à l'armée régulière allemande. Comme il le raconte dans ses mémoires, comme d'autres SS blessés, j'ai commencé à retirer mes insignes. Je me suis également débarrassé de ma fiche de paix et de mon passeport suédois. Ce passeport était pour moi une condamnation à mort aux yeux des bolcheviks, au même titre que la fiche de paix de la Waffen-SS, car la photo me montrait en uniforme finlandais et portait également un timbre commémorant mon engagement comme volontaire en Finlande en 1941. Certains volontaires français adoptèrent également des vêtements civils pour tenter de se rendre ou de s'échapper, bien que cela ne garantisse pas toujours leur sécurité. Le tatouage du groupe sanguin SS, obligatoire pour tous les membres de la Waffen-SS, sur le bras gauche devint un identifiant incontournable. Les troupes soviétiques recherchèrent systématiquement ce marquage, rendant la survie quasi impossible à ceux qui le portaient. Seuls quelques chanceux, comme la volontaire française Usha de la Mazière, évitèrent le tatouage sous divers prétextes, une décision qui leur sauva finalement la vie. Conséquence de cette pratique soviétique impitoyable, de nombreux volontaires choisirent de se rendre aux forces alliées occidentales. Cependant, si la capture par les troupes britanniques ou américaines n'impliquait pas de risque immédiat d'exécution, elle promettait également une impitoyable. La réputation notoire des SS auprès des ennemis de l'Allemagne fut consolidée lors du procès de Nuremberg, quelques mois plus tard, où l'organisation fut officiellement déclarée criminelle. Cette désignation signifiait que les anciens membres SS risquaient des peines de prison, voire pire, en cas d'arrestation par les Alliés. Bien sûr, le tribunal international ne pouvait pas juger les milliers de volontaires SS relevant de sa compétence abstraite. Cependant, certains gouvernements nationaux ont utilisé ce verdict pour poursuivre leurs citoyens de retour au pays. Au Danemark,
En particulier, une loi appelée « décret de trahison » criminalisait rétroactivement la collaboration avec les Allemands, en particulier ceux qui rejoignaient les SS. Les peines incluaient de longues peines de prison, voire la mort pour ceux qui accédaient à des postes d'officiers ou avaient reçu la croix de chevalier. 46 Danois furent exécutés. Cependant, tous les pays n'étaient pas aussi stricts. En Suède, par exemple, les collaborateurs étaient généralement pardonnés, sauf en cas de désertion et d'espionnage. Erik Wallin présente un bon cas, car il a déserté l'armée suédoise en 1943. De plus, 2 témoins l'accusaient d'avoir servi comme gardien temporaire au camp de concentration de Gross-Rosen, un camp de concentration tristement célèbre pour l'Holocauste en Pologne. Bien qu'il ait été acquitté du second chef d'accusation faute de preuves, il a néanmoins passé du temps en prison pour sa désertion. Malgré cette condamnation d'après-guerre et la stigmatisation sociale persistante, tous les volontaires européens n'ont pas exprimé de remords pour leur soutien aux nazis pendant la guerre. Nombre d'entre eux sont restés convaincus de leur mission anti-bolchevique et de leur rôle dans la lutte pour une nouvelle Europe. Les récits et mémoires d'après-guerre se justifient souvent en se présentant comme des patriotes ou des idéalistes convaincus d'agir dans l'intérêt supérieur de leur pays ou de l'Europe. En général, les anciens volontaires SS ont tenté de remodeler le discours dominant en leur faveur, se présentant comme des patriotes ou des idéalistes. Bien que leurs motivations et leurs actions individuelles résistent à tout jugement, leur participation à l'une des unités les plus racistes et meurtrières du XXe siècle est injustifiable. Certains y ont été contraints, ce qui est compréhensible. Presque tous avaient pris leur distance avec leur passé SS, mais pour les quelques-uns, surtout en Europe occidentale, qui ont soutenu les crimes nazis par pure idéologie personnelle, leur racisme et leur haine profonds resteront probablement impardonnables, quels que soient leurs efforts pour clarifier et clore ce chapitre de l'histoire.